Bonsoir Karine Berger. Bonsoir. Vous êtes députée socialiste des Hautes-Alpes, membre de la commission des finances. Vous êtes aussi ce qu'on appelle une tête bien faite, Sciences Po, Polytechnique, l'ENSAE. Vous avez travaillé à Bercy, mais aussi dans le privé, chez Euler Hermès, où vous dirigiez notamment les études économiques. Bref, une économiste. Et vous avez entendu, comme nous, le discours de politique générale de Jean-Marc Ayrault à l'Assemblée nationale. Comment vous l'avez trouvé ? Alors, moi, je pense que je ne l'ai pas entendu exactement comme vous, parce que moi, j'étais dans l'hémicycle, et la bronca qui venait de l'opposition pendant l'intégralité du discours du Premier ministre, je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je suis une jeune parlementaire, je n'ai jamais vu un débat politique. Je reconnais que voir quelques membres de l'opposition hurler non-stop, et j'ai quand même quelques images en tête, quel que soit ce que disait le Premier ministre, c'est un peu déstabilisant. Après, sur le fond, j'ai beaucoup aimé le discours du Premier ministre. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait quand même une patte héros, ce que j'appelle une patte héros, c'est toute la partie notamment sur le dialogue social. Ouais. On n'en a pas beaucoup parlé de la question du dialogue social pendant la campagne présidentielle. Et je sais que Jean-Marc Ayrault, notre Premier ministre, y est très attaché. Et il en a beaucoup parlé. Oui, rien ne se fera sans concertation. Hein, c'est ça, exactement. la Mais c'est vraiment sa marque ça. à lui. C'est-à-dire qu'il en parle en sachant ce qu'il dit. Et quand il dit je veux discuter avec l'ensemble des représentants sociaux, c'est très crédible. Alors il dit aussi au plan économique qu'il n'y aura pas de redressement du pays sans redressement des comptes publics. Il revendique le sérieux sans l'austérité, dit-il, mais quand la Cour des comptes nous dit la veille qu'il faut trouver 33 milliards d'euros l'an prochain pour tenir nos objectifs de réduction de déficit, ça va quand même finir par y ressembler, non ? Vous ne croyez pas ? Pour moi, l'austérité ou la rigueur, c'est quelque chose qui a un impact négatif sur le développement économique. Enfin, il faut se mettre d'accord sur les mots avant de les utiliser. Or, ce qui est proposé par le gouvernement, ce qui était le programme de François Hollande, c'est une politique qui, certes, vise à rétablir les finances publiques, mais qui essaye de limiter au maximum les conséquences négatives pour l'emploi, pour la production, pour les entreprises. Comment ? En faisant en sorte que, par des mesures véritablement de rétablissement de ce qui n'aurait jamais dû être abandonné, c'est-à-dire la justice fiscale, on ait un certain nombre de rentrées fiscales. On n'a pas le choix, de toute façon. La situation est simple. La Cour des comptes l'a décrite avec fermeté hier. Le gouvernement précédent laisse une situation vraiment dramatique. Il n'y a eu aucun effort de rétablissement. Vous diriez, comme Moscovici, le gouvernement précédent n'a rien foutu ? Alors, je n'ai pas forcément les termes de notre ministre de l'économie, mais je vais parler en tant qu'économiste. On appelle ça un déficit structurel, la façon dont on est capable de mesurer si oui ou non il y a eu une correction de la situation des finances de notre pays sur une période. Le déficit structurel laissé par la majorité Sarkozy est plus élevé que le déficit qu'ils avaient trouvé à l'entrée. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont rien fait, mais en plus ils ont aggravé la situation. Ce qu'ils pouvaient faire, il n'y a pas que la crise qui explique la situation de la finance publique française. Il y a des décisions du gouvernement précédent. Et c'est ça que la Cour des comptes hier a pointé. C'est leur responsabilité dans une situation qui objectivement est très mauvaise. Toujours est-il qu'au point où on en est, on a quand même le sentiment qu'on ne peut pas s'en sortir. Vous dites, correction des injustices, mais on ne peut pas s'en sortir sans que tout le monde paie à un moment ou à un autre. D'ailleurs, c'est ce que suggère la Cour des comptes en disant qu'il faudra soit la TVA, soit la CSG. Et la CSG, tout le monde la paye, par définition. Alors, ça, c'est les suggestions de la Cour des comptes. Donc tout le monde va payer ? C'est pas la politique du gouvernement. Non, je suis désolée. Il y a deux piliers. Pourquoi tout le monde ne va pas payer ? Parce que, par exemple, ce que le Premier ministre vient d'annoncer, c'est la suppression de l'augmentation de la TVA. Ça, pour le coup, c'est bien la démonstration qu'on ne veut pas que tout le monde paye. En revanche, il y a deux logiques importantes aux réformes fiscales qui s'annoncent pour l'automne. La première, c'est qu'on en a assez qu'en France, les ménages les plus aisés payent moins d'impôts sur le revenu que les ménages, en proportion que les ménages de la classe moyenne. Et pareil pour les entreprises. En France, plus vous êtes gros, moins vous payez d'impôts. Alors franchement, c'est non seulement injuste, mais en plus, économiquement, c'est totalement illogique. Donc rien que faire en sorte que quand on est un ménage plus riche que les autres, on paye au moins autant d'impôts, voire plus. Et quand on est une grande entreprise, on paye au moins autant d'impôts qu'une PME. Rien que ça permet probablement d'avoir des rentrées fiscales de l'ordre de 25 à 30 milliards. À condition que cette matière ne s'envole pas sous la forme de l'évasion fiscale. Et il y a un appel au patriotisme dans le discours de Jean-Marc Ayrault qui a beaucoup frappé aussi. Oui, parce que je pense qu'il y a aussi l'idée qui, à mon avis, est très importante, c'est qu'il faut arrêter d'être obnubilé exclusivement par les questions économiques et financières. Il faut savoir pourquoi on fait tout ça. Pourquoi je vous dis ça ? Dans ma campagne électorale, dans ma campagne législative, à Gap, dans les Hautes-Alpes, il y avait une personne sur 4 en porte-à-porte qui me parlait de la dette de la France. Les gens sont traumatisés par la dette de la France parce qu'ils n'arrivent plus à inscrire ces questions sur des finances publiques dans une politique nationale, dans une politique du pays, dans l'avenir, dans le progrès. C'est ce qu'a essayé de faire
faire, le Premier ministre, dans son discours de politique générale, d'expliquer au travers de mesures très concrètes sur les finances publiques quelle était sa vision pour le pays. Et je crois que ce lien-là, il est indispensable à faire parce que nos concitoyens sont traumatisés par tous les messages très négatifs qui ont été envoyés sur la situation des finances publiques. La dernière fois que vous étiez venu dans ce studio, c'était pour nous parler d'un livre que vous avez coécrit qui s'appelle « Les 30 Glorieuses sont devant nous Oui. ». Des raisons d'espérer. Donc, or, aujourd'hui, on est quand même dans la phase d'urgence où il faut d'abord resserrer tous les boulons. C'est vous-même qui le dites, d'ailleurs. À quand les raisons d'espérer ? Je pense qu'il ne faut jamais abandonner l'idée que la créativité, la productivité, la recherche, l'innovation de nos PME, c'est en permanence. Même si la situation est difficile, il y a beaucoup de choses qui vont permettre de rétablir la confiance dans le savoir. C'est par exemple le fait qu'on va de nouveau mettre des postes dans l'école et dans l'éducation. Et ça, c'est très important parce que comment demander à des entreprises de croire dans la recherche, dans le développement, dans l'innovation, si dans le même temps, tous les signaux qui sont censés supporter l'idée que le savoir est une chose importante n'étaient pas là. Nous, on dit, voilà, ça ne va pas être simple. Tout le monde va devoir faire des efforts, tout le monde, quelle que soit sa place dans notre société. Ça sera fait ensemble, mais ça sera fait au service de demain, du progrès, de l'innovation. Et c'est pour ça que ça me plaît par rapport au message que j'ai porté avec Valérie Rabault dans Les 30 Glorieuses sont devant nous. D'une certaine façon, la feuille de route, pour l'instant, est respectée. On est bien sur quelques priorités, mais des priorités qui ne s'inscrivent pas à horizon de 6 mois ou 1 an, qui s'inscrivent à horizon de 10, 15, 20 ans. Bref, qui sont le pays dans lequel moi et mes enfants et mes petits-enfants aimeraient vivre. Merci Karine Berger. Merci.